bien comprendre un peu le processus de l'immigration, je pense, sans aller trop en détail, mais c'est sûr que parce qu'il y a différents types d'immigration et c'est les parents ont à se questionner sur leurs motifs aussi. Donc, le processus d'immigration, le pré, le pendant, le comment le processus a lieu et l'arrivée, comment elle a eu lieu, va beaucoup jouer sur la santé mentale des parents et des jeunes. Donc, parlons ici plus de vraiment la santé mentale, l'état psychologique, parce que c'est ce qui vient beaucoup influencer la relation et la disponibilité, si on veut, des familles. Parce que pour être disponible pour avoir des relations et vivre des moments de plaisir, encourager l'épanouissement des jeunes, c'est sûr qu'il y a toujours un point essentiel, c'est le bien-être du parent aussi. Donc, c'est sûr que c'est aller voir quel type euh, de migration a eu lieu pour la famille. Donc, quel était leur motif? C'est sûr qu'une famille qui fuit un pays qui est en état de réfugié n'est pas comme une famille qui fait le choix libre et éclairé avec plusieurs préparations pour immigrer et changer de pays, donc avec des objectifs qui peuvent être des fois plus, ils ont plus eu le temps d'y réfléchir. Donc, il faut aller voir vraiment le processus et heureusement que beaucoup de centres ici et puis beaucoup d'organismes prennent le temps de soutenir les familles, d'accompagner les familles dans ce processus. Donc, première chose, c'est vraiment de voir comme parent en arrivant, eh bien, en fait, comment est-ce que j'ai vécu le processus, comment j'ai été accueillie, qu'est-ce qui peut être mis en place pour assurer le bien-être. Et ici, on parle surtout, je vous dirais, un point essentiel qui touche vraiment les pères. Parce que ce qui a été observé, c'est que souvent, les mères, les femmes ont tendance à aller vers ces ressources-là, à être moins isolées, par exemple, à aller chercher un petit réseau, parce qu'il y a ça aussi, hein. Il y a toutes les choses qui ont été laissées dans le pays d'origine. Et être accueilli dans un pays où il y a quand même beaucoup de changements, on va voir que pour les jeunes, c'est beaucoup plus euh, simple, les jeunes sont plus résilients et s'adaptent rapidement aussi. Et pour eux, surtout après avoir vécu longtemps dans un pays, ils sont dans le processus. Pour eux, ce n'est pas nécessairement une immigration parfois vécue comme les parents parce qu'ils se retrouvent à l'école avec les autres jeunes de leur âge. Et puis là, bon, ils se bâtissent cette identité, cette double identité qui est basée avec leur culture, avec tout ce qu'ils apprennent de leur pays d'accueil. Donc, mais les parents, comme on disait, c'est vraiment de se retrouver et de ne pas rester isolés. Mais c'est sûr que si on regarde la santé mentale des parents avant tout, pour éviter de mettre plus de pression sur les enfants, c'est comment était leur processus. Donc, c'est sûr qu'un papa, par exemple, une maman qui se cherche du travail, à chercher des équivalences au niveau de leur diplôme, ils ne sont pas nécessairement encore disponibles affectivement. Ils sont vraiment dans les besoins de base, hein, vraiment la survie, de trouver les fonds, payer le loyer pour chercher des opportunités, pour aller bâtir plus de relations avec leurs jeunes. Ce qui se passe au niveau de la pression, parfois, c'est que, et d'où je remercie les parents qui sont en train d'écouter cette capsule parce que c'est vraiment prendre un petit moment de réflexion de se dire, OK, cette immigration-là, quelle charge elle a sur moi? Quel sens elle a pour moi? Et euh, qu'est-ce que ça me permet de vivre? Qu'est-ce que je cherche à accomplir? Et qu'est-ce que je cherche pour mes enfants aussi? Parce qu'on entend souvent hein, la phrase de bon, on est là pour les enfants, pour un meilleur avenir pour les enfants, alors qu'avec les études aussi et les nombreuses entrevues qui ont eu lieu par les chercheurs avec les familles migrantes, ce n'est pas juste pour les enfants. Les parents cherchent aussi un meilleur avenir. Il y a une motivation pour chaque personne dans la famille. Donc, je pense que c'est de prendre le temps pour chaque personne et les parents surtout d'analyser quel est leur besoin, qu'est-ce qu'ils cherchaient à réaliser par cette immigration-là, parce qu'eux aussi, ils vont en être comblés. Alors que si c'est chargé aussi de beaucoup de lourdeur, hein, beaucoup de deuil vécu avec le fait de laisser le pays d'origine, beaucoup de sacrifices, hein, parce que c'est ça le mot qui est souvent utilisé par beaucoup de familles. Si on sacrifie beaucoup, mais veut pas, c'est comme si on cherche à ce que ça vaille la peine. Il faut que ça doit valoir la peine. Donc, qui doit remplir ces souliers-là, puis aller faire que ça vaille la peine, ce sont les jeunes d'habitude. Donc, c'est là où on va plus entendre des phrases comme, bon, j'ai fait tout ça pour vous, j'ai fait ça pour vous.
Donc, les lunettes, hein, si on parle d'une image simple là, pour comprendre les réactions des parents, dites-vous, c'est comme se mettre des lunettes. Donc, la façon de voir tous les comportements des jeunes peuvent être affectés par cette perception-là. Par exemple, si le parent se dit déjà, il voit avec les lunettes de moi, je fais ça comme sacrifice pour mes enfants, ben, la moindre des choses, les jeunes vont mal agir, par exemple, ou faire des mauvais choix, ou ce sont des jeunes en apprentissage, hein, donc faire quelques erreurs. On parle surtout de l'école, par exemple, par rapport aux amis. Alors là, voilà, c'est de voir, moi, je fais tout ça et mon enfant démontre tel comportement. C'est comme s'il n'est pas reconnaissant, c'est comme si ça ne valait pas la peine. Et là, d'où toute la lourdeur. Mais avant même de parler de stratégie, je pense que la première vraiment étape, c'est de prendre conscience, puis de prendre le temps de comprendre que signifie pour moi cette immigration-là, puis comment je peux moi-même, comme adulte, hein, parce que c'est aux parents, aux adultes de le faire avant tout, de travailler sur leur bien-être, d'aller trouver des sources de, de réconfort, de connexion sociale, d'épanouissement aussi. Hein, on parle de vraiment s'impliquer, faire du bénévolat dans les centres, rencontrer d'autres familles qui sont peut-être dans des réalités similaires et rencontrer des nouvelles personnes dans nos familles d'accueil. Souvent, il y a certains programmes, je pense à certains centres qui ont fait euh, du parrainage entre familles ou des personnes aussi plus âgées du pays d'origine échangent avec les familles qui ont... Ce genre de projets ont des résultats très positifs parce qu'ils soutiennent surtout les familles. Donc, aller vers les ressources aussi, tout ce qui peut aider le parent à se sentir bien, retourner aux études s'il le faut, se chercher des emplois et participer, comme on a dit, dans les centres, les bibliothèques, les activités de la ville. Quand le parent va mieux se retrouver, et d'ailleurs, ça serait un autre point de discussion, il pourrait par la suite s'impliquer dans la vie de son enfant et être plus disponible pour garder, maintenir ce point de communication avec le jeune et ainsi bâtir la relation. Déjà que à la base, hein, quand on parle de l'adolescence, quand on parle des jeunes, c'est un sujet très vaste, hein, quand on parle de la relation. Beaucoup de parents cherchent à améliorer la relation avec leurs jeunes et ça peut autant toucher le point de la communication, de comprendre le développement de leurs jeunes, comme on a dit, la disponibilité du parent aussi. Alors là, rajouter en plus le défi d'un changement complet parfois de décor, si on veut, et aussi d'environnement. Donc, non seulement l'environnement physique change, les relations changent aussi. Hein, le parent vit aussi son propre deuil avec certaines relations qui ont été coupées. Il y a un équilibre à les trouver. Et là, il se retrouve avec un jeune qui trouve son équilibre différemment parce que c'est pas du tout pareil de nos jours. Et tellement d'écoles, hein, si je pense à la grande ville de Montréal, mettent en place des projets et des activités pour soutenir ces jeunes et les accueillir. Donc, on dirait qu'il y a une double vitesse. Il y a le parent qui fait son cheminement et le jeune qui le fait, parfois beaucoup plus rapidement ou pas. Donc, là, il y a comme un petit gap de se dire, mais comment moi, comme parent, je peux plus m'intégrer et rentrer dans la vie de mon jeune? C'est sûr que un des premiers astuces, et je pense que c'est un des plus importants, c'est de ne pas penser que c'est quelque chose qui se fait facilement ou rapidement. C'est vraiment un investissement de temps. Ça a l'air simple, mais ce n'est pas quelque chose qui se fait rapidement ou de se dire je fais telle chose avec mon jeune, alors voilà, j'ai bâti ma relation. C'est vraiment petit à petit, en vivant des petits moments positifs, hein, pour venir balancer avec le stress qui peut être vécu, avec toute l'adaptation, qu'on plante des graines vraiment, on sème des graines pour qu'il y ait une relation plus positive. Donc déjà, un des premiers astuces, c'est vraiment les petits moments de qualité. Donc vraiment, essayer d'aller vers ce qui motive notre jeune et ce qui lui donne du plaisir. Donc, pour cela, il faut bien comprendre son jeune et le connaître aussi. Donc, il faut vraiment s'intéresser. Parfois, à certains moments, une petite astuce, des fois, les parents se demandent, mais comment je peux faire ça? C'est vraiment de s'intéresser à ce qu'ils font.
Est-ce qu'ils sont en train de regarder une émission, par exemple? Pourquoi pas s'asseoir et essayer de regarder là, essayer de comprendre, poser des questions. Votre jeune a un ami ou une amie, peut-être lui demander, OK, qu'est-ce que tu apprécies chez cette personne? Quoi faire? S'impliquer aussi. Au lieu de toujours, bon, je raccompagne mon enfant pour sortir, mais inviter les amis à la maison, écouter les discussions. Puis, et là, je parle ici vraiment, l'objectif est vraiment d'être plus curieux, puis d'être plus intéressé, de poser des questions, poser beaucoup de questions ouvertes, s'intéresser et s'offrir des petits moments de qualité. Et un mot-clé ici, c'est vraiment légèreté et plaisir. On a tendance, oui, on pourrait parler vraiment du fait de l'encadrement et les parents sont quand même assez présents. Hmm. C'est sûr que cet aspect-là, il est là. D'un autre côté, ce qu'on a tendance parfois peut-être à oublier, parce que bien sûr, on est pris dans notre rôle de parent et on se donne cette mission d'éduquer nos enfants, mais ils sont où les petits moments de légèreté ou de plaisir? Comme on l'a dit, ça prend du temps. C'est vraiment en bâtissant la confiance aussi que notre enfant se dit, mais je peux faire confiance à mon parent, je peux venir le voir la prochaine fois qu'une situation m'arrive. Et pour avoir cette confiance, ben, il faut être vraiment présent. Je pense que c'est vraiment, on est en contexte encore malheureusement là, de pandémie, de confinement. On a tellement d'occasions de s'arrêter un petit peu et de connecter et de trouver différemment, peut-être s'intéresser à leurs activités aussi. Donc, une façon de voir, c'est qu'est-ce qui les intéresse, quelles recherches ils font, vers quel sport ils vont donc s'impliquer, être présents s'il y a des activités, des pratiques, euh, être présent. Puis là, à ce moment-là, on peut cibler des petits moments de plaisir. Une autre chose, c'est vraiment d'avoir certaines petites traditions. Donc, heureusement, les parents ont leurs traditions dans lesquelles ils ont grandi, puis certainement qu'ils veulent les maintenir, puis les inculquer à leurs enfants, les maintenir. Ça se peut que certaines familles vont avoir leur propre mini-tradition et c'est important de les maintenir. Peut-être que c'est un moment par semaine, un dîner spécial qu'on a les vendredis soirs, c'est un moment où personne touche à ça, vraiment, on est ensemble, on ne prend pas d'appel, les téléphones sont éteints, on ne reçoit pas de visiteurs. C'est vraiment un petit moment en famille. Certaines familles ont vraiment les petites soirées, OK, oui, qu'ils appellent peut-être cinéma ou pas, mais c'est un moment où on connecte ensemble, où vraiment il n'y a pas d'interruption. Avoir certaines traditions, demander aux enfants qu'est-ce qui les intéresse. Donc, oui, enseigner nos traditions, nos habitudes. Hein. Parfois, il y a certaines fêtes, le moment de cuisiner ensemble. Hein. La cuisine, c'est quelque chose de rassembleur quand même. Puis, sans exclure un membre de la famille. Les intéresser quand même si chacun a sa petite part de responsabilité, on a ces petits moments-là. Et puis là, par la suite, viendra beaucoup la communication. Et pour la communication, il faut vraiment prendre le temps je pense, avant, on a parlé de pression tout à l'heure, avant de toujours imposer les réponses et toujours imposer les solutions, beaucoup moraliser. Vraiment, focuser de se dire, mais comment je peux simplifier vraiment y aller en quelques phrases. Enseigner la valeur plutôt à l'enfant au lieu de moraliser des fois pendant une vingtaine de minutes où le parent explique, 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 alors que les jeunes sont beaucoup dans le ici et maintenant. Ouais, ça, c'est peut-être une astuce à garder en tête, c'est que parfois, on a tendance à beaucoup de leur parler de leur avenir. Quand tu vas être grand, ben là, ça ne va pas t'aider, ça, tu devrais être comme ça. Alors que si on reste dans les ici maintenant, mon jeune a besoin de quoi en ce moment? Qu'est-ce qu'il a besoin d'apprendre comme leçon, par exemple, de telle ou telle situation et le rattacher à une valeur? Écoute, par exemple, dans notre famille, le respect, il est essentiel, c'est non négociable. Donc, je m'attends à ce que tu fasses telle chose. OK? Garder ça simple et le reste du temps, essayer de comprendre, puis essayer de communiquer, de voir mais pourquoi notre jeune a agi ainsi. On serait étonné de voir à quel point parfois on pense que c'est quelque chose alors que c'est tout à fait autre chose qui a motivé notre jeune à agir d'une certaine façon. Parfois, ça peut être vraiment leur besoin de plaire et d'amitié qui les a amenés à prendre des décisions qui, pour nous, comme parents, peuvent être un peu choquantes. Mais si on a compris quel est le besoin que notre enfant cherchait dans cette situation-là, alors les solutions qu'on peut mettre en place, elles vont être beaucoup plus permanentes et plus efficaces. Alors que si, comme parents, on reste vraiment pris dans notre perception de se dire, ben, c'est sûr que c'est à cause de telle chose, on ne touche pas nécessairement aux bons besoins et le comportement risque de se reproduire. Donc, j'espère que
ces petits points vous aident à maintenir la réflexion. Il faut toujours vraiment se questionner, puis s'écouter comme parent, prendre le temps de réfléchir à ce qu'on veut mettre en place, puis de se dire, oui, avant de parler de la relation et tout, c'est de se questionner quelle est notre disponibilité comme parent, puis à quel point nous sommes prêts à mettre du temps aussi et de l'effort avec nos jeunes.